Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement déjà vu circuler sur les réseaux sociaux des visuels avec des listes d'huiles essentielles. La liste des huiles relaxantes, la liste des huiles circulatoires, celle des huiles respiratoires, etc. Ce genre de liste est sympathique, mais peut-être que vous avez envie de comprendre pourquoi une huile est calmante, circulatoire ou respiratoire. Comprendre qu'est-ce qui permet de la qualifier ainsi. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et plus particulièrement expliquer qu'est-ce qui permet de dire qu'une huile est respiratoire. Mais avant ça, il nous faut s'attarder un peu sur le système respiratoire justement. De manière très basique, le système respiratoire, c'est ce qui permet d'amener de l'air chargé en oxygène jusqu'au fond des poumons pour permettre l'oxygénation du sang. Et bien évidemment aussi de permettre d'évacuer le gaz carbonique contenu dans le sang. Bien sûr, il y a d'autres fonctions comme celle de filtrer, réchauffer, humidifier l'air, etc. Mais pour cette vidéo, on peut rester à ce niveau fonctionnel. On distingue les voies respiratoires hautes qui partent du nez jusqu'au larynx et les voies respiratoires basses composées de la trachée et des bronches. Le système respiratoire est donc à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Il est soumis aux agressions externes comme les poussières, particules et organismes pathogènes en tout genre. Pour s'en protéger, nous avons plusieurs mécanismes de défense. Le plus évident, c'est bien évidemment le filtrage par les poils du nez qui vont permettre de filtrer le plus gros. Et pour ce qui arriverait à franchir cette première ligne de défense, on a d'autres mécanismes de défense plutôt bien fichus. Le premier, c'est que les cellules des muqueuses respiratoires vont sécréter du mucus, une sorte de glu qui va piéger ce qui a pu rentrer dès l'instant que la taille est supérieure à 2 micromètres environ. Pour info, un micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Une fois que tout ça est piégé dans le mucus, il faut le faire sortir. Et là, on a notre deuxième mécanisme de défense, les cils vibratiles. La paroi de la trachée et des bronches est recouverte de petits cils qui, en bougeant, vont faire remonter le mucus et ce qu'il contient. On parle d'escalator mucocilaire. Alors, je ne sais pas si je mime correctement les cils vibratiles qui remontent le mucus, mais vous voyez l'idée. On a d'ailleurs le même mécanisme dans le nez qui se met en grève dès qu'il fait trop froid, voilà pourquoi on a le nez qui coule en hiver. Alors, le faire remonter, ok, mais jusqu'où? Eh bien, assez haut pour être craché ou avalé, c'est au choix, c'est vous qui voyez. Mais pas d'inquiétude, le mucus est déjà un milieu assez hostile pour un éventuel organisme pathogène. Et si c'est avalé, eh bien l'acidité de l'estomac finira par l'achever. Et là, je sens poindre une question, pourquoi les cils ne s'engluent pas dans le mucus? Pour éviter ça, en plus du mucus, les cellules vont également sécréter une solution saline qui évitera l'engluage. Ou l'engluement, enfin un des deux mots doit être juste. Mais globalement, pour notre sujet du jour, on a juste besoin de retenir que les muqueuses produisent un mucus qui piège ce qui ne devrait pas rentrer dans le système respiratoire. On en a fini avec la partie anatomie, voyons maintenant comment relier ça avec les huiles essentielles. Produire du mucus et pouvoir l'évacuer est important pour notre système respiratoire. Et ça tombe bien puisqu'on a des huiles qui favorisent la production de mucus, on dit qu'elles sont mucolytiques. Mais on a également des huiles qui stimulent les cils vibratiles, on dit qu'elles sont expectorantes. Ça commence à prendre forme, une huile qui serait mucolytique et expectorante serait une bonne candidate pour être une huile essentielle dite respiratoire. Alors on peut prendre un livre d'aromathérapie et chercher les huiles qui ont ces propriétés. Ça marche, mais vous avez certainement envie de savoir qu'est-ce qui donne ces propriétés aux huiles essentielles. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je préfère vous transmettre les clés de l'autonomie plutôt que vous dire telle huile a telle propriété. Et il se trouve qu'une famille chimique a le bon goût d'être à la fois mucolytique et expectorante, la famille des oxydes terpéniques, avec en tête de file le 1,8-cinéole, molécule qu'on appelait avant l'eucalyptol. Molécules qu'on trouve dans le ravintsara, le laurier noble, les Eucalyptus globulus éradiés, le myrte vert et bien d'autres. On peut donc retenir qu'une huile contenant du 1,8-cinéole a des chances d'être une huile respiratoire. Bien sûr, les oxydes ne sont pas les seuls à avoir ces propriétés, mais ce sont les plus courants et les plus simples d'emploi. En général, quand on a besoin d'une huile essentielle dite respiratoire, c'est pour traiter une infection des voies respiratoires comme les maladies d'hiver par exemple. D'ailleurs, un sondage réalisé auprès des pharmacies a montré que la majorité des demandes d'huile essentielle faites en pharmacie le sont pour les voies respiratoires. Une infection respiratoire met souvent en cause un virus ou une bactérie, il est donc intéressant d'ajouter une troisième propriété aux deux premières, celle d'être anti-infectieuse à large spectre, car on ne sait pas toujours si on a affaire à un virus ou une bactérie. Et là, il y a une famille chimique qui joue parfaitement bien ce rôle et qui est aussi facile d'emploi. Les alcools monoterpéniques, appelés aussi monoterpénol. Les oxydes associés au monoterpénol forment donc un bon combo respiratoire et c'est ce qui donne son efficacité au duo Titri-Ravinsara dont j'avais parlé dans une de mes vidéos. De manière générale, les huiles contenant ces deux familles chimiques ont des chances d'apparaître dans la liste des huiles dites respiratoires. Mais on trouve également des huiles qui ont majoritairement une seule des deux familles,
mais on va quand même les classer comme huiles respiratoires, car on sait qu'on pourra les intégrer à une synergie à visée respiratoire. Comme je le disais, ces deux familles ne sont pas les seules à avoir des propriétés respiratoires. À ce sujet, n'hésitez pas à consulter l'article associé dans lequel je vais un peu plus loin, notamment en parlant des monoterpènes. Mais l'association de ces deux familles est vraiment emblématique par son tropisme respiratoire. Bien sûr, les choses sont un peu plus complexes que ça, car on n'agit pas toujours sur le système respiratoire pour les mêmes raisons. On ne va pas traiter une infection comme on traiterait une allergie ou de l'asthme. Et chacune des huiles pouvant être utilisées pour traiter le système respiratoire à un niveau ou à un autre peut être qualifiée de respiratoire. J'ai volontairement limité cette vidéo aux affections respiratoires pour vous montrer une démarche. Mais le principe reste exactement le même si on cherche à comprendre pourquoi une huile est antitussive ou béchique par exemple. C'est important d'en avoir conscience car il ne suffit pas de prendre une huile essentielle dite respiratoire au hasard dans une de ces listes pour traiter tout ce qui pourrait toucher le système respiratoire. Gardez donc un minimum de recul sur ce genre de liste, elles sont des aides-mémoire pratiques mais elles requièrent une connaissance minimale pour être utilisées à bon escient. Si vous voulez revoir ma vidéo sur le duo Titri-Ravinsara, c'est par là, et là, c'est pour vous abonner si vous voulez aider la chaîne à grandir. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.